Bon après-midi tout le monde. Ici, et je ne sais pas s'il y a quelqu'un aussi qui nous suit en ligne, mais de toute manière, bon après-midi. Je suis ravie de vous rencontrer. J'espère que vous avez passé une bonne journée, une journée bien riche de contenu. Vous avez bien profité effectivement des partages. Alors, je me présente. Irma Di Giacinto, j'ai le plaisir d'être conseillère au pôle innovation et intelligence artificielle ici au CHUM. Aujourd'hui, je suis accompagnée par Christelle Laviolette, infirmière-chef au 12 Nord et à la clinique de gériatrie, ainsi que par Dominique Paguet, chef de service de bénévolat, animation et loisirs. Alors aujourd'hui, pour clore la journée, nous avons le plaisir de vous présenter un tout nouveau collègue. En fait, un collègue qui nous attendons depuis longtemps. Je commence par vous présenter son nom. Son nom est Luca. Et vous allez voir, il a beaucoup changé au cours du temps. Il a pris du poids, il a perdu du poids, il a grandi, comment dire, grandi, il s'est rétréci. Bref, on a un petit peu des soucis à le suivre. Mais c'est ça qui nous garde réveillés. C'est ça qui, en fait, c'est parmi les apprentissages qu'on veut partager avec vous. Avant tout, un peu les contextes. D'où arrive Luca et pourquoi? Nous sommes à la veille de la grande bataille. Et avec ça, on trouve un nom un peu plus, comment dire, fascinant et historique pour vous parler de la pandémie. Je ne m'attarderai pas longtemps. Tout le monde connaît les défis que la pandémie nous a apportés en termes d'adaptation, en termes de flexibilité, en termes aussi de danger, autant pour les cliniciens, les employés et les patients avant tout. Donc, les priorités que la pandémie nous a apportées sont plusieurs, mais au pôle innovation, on a voulu effectivement saisir les opportunités de ce danger et focuser sur deux éléments. Le premier, la sécurité des employés. Le deuxième aussi, le niveau des soins à nos patients. Tout à l'heure, apportant aussi au niveau de confort, autant dans les échanges avec leur famille, donc la connexion sociale, et aussi dans une protection, bien évidemment, des soins et de santé avant tout. Alors, je vous dévoile un petit peu la surprise. C'est qui Luca? Il s'agit effectivement d'une solution robotique. Pourquoi Luca? Je tiens à dire en entrée de jeu que c'est le nom que le donateur, parce que c'est la Fondation du CHUM qui nous accompagne dans cet ambitieux projet. On est redevable à la générosité d'un donateur qui souhaite que le nom du robot soit Luca. Et alors, comme vous voyez, il a vraiment changé de visage. C'est pour ça que je vous mentionnais ça en entrée de jeu. Faisons un pas en arrière. Le projet il débute en mai 2020. Et comme vous pouvez voir de la ligne du temps, nous pouvons marquer 3 étapes et 3 phases essentielles jusqu'à aujourd'hui. Donc, début 2020, encore une fois, la pandémie, d'un besoin, une idée et qu'est-ce que nous pouvons faire pour supporter nos patients et nos cliniciens. Alors, voici l'idée d'une solution robotique et l'étude de la littérature nous a amené certaines pistes pour mener de l'avant ces projets. Je remercierai encore une fois Dr. Pomé pour nous avoir supporté dans la littérature comme toile de fond de ce projet. Donc, tout d'abord, dans une première étape, au mois de juin 2020, cible de la population. Première population ciblée, les patients en psychiatrie. Et de là, l'orientation est d'adopter une première technologie. Je vais très rapidement, première technologie qui nous a permis de commencer en effet à apprivoiser les défis, les besoins internes, les besoins technologiques et aussi, comment dire, en premier contact avec les patients. Bien évidemment, le fil conducteur aujourd'hui et l'interaction avec les patients partenaires et surtout dans la situation en question, je partagerai avec vous aussi l'approche, l'input du proche aidant au niveau de la famille et aussi de nos équipes de bénévoles comme Dominique, il vous partagera sous peu. Donc, dans une première étape, nous avons beaucoup appris et le projet n'a pas eu lieu, ne serait-ce que Luca, il n'a pas intégré en effet l'équipe de CHUM pour des enjeux purement technologiques. Donc, on n'est pas arrivé à l'implantation en unité de soins. On est retourné alors à la table des dessins dans la deuxième phase en octobre 2021, repris l'étude de la littérature qui nous a amené une deuxième piste pour pouvoir déployer la solution de manière efficace. Deuxième piste qui a identifié la population en gériatrie.
Donc, on a pu, dans cet axe-là, identifier une technologie qui répondait aux besoins de la population. Là aussi, beaucoup d'apprentissage, pas seulement en termes de changement de population, mais encore une fois, c'est pas parce qu'on est passé à travers des défis technologiques une première fois qu'on les a tous vus. Et alors, le deuxième projet, la deuxième phase du projet nous a amené à découvrir d'autres facettes. Comme on dit, on n'arrête jamais d'apprendre. C'est effectivement le cas. On n'a pas encore fini d'apprendre, on peut encore continuer à apprendre. Donc, dans cette deuxième phase du projet, vous voyez, on parle carrément d'un autre robot avec d'autres caractéristiques, un robot plus axé à l'accompagnement, donc aussi aux soins, dépassant pas soins en termes chirurgicaux, bien évidemment. Ici, on parle de robots compagnons. La caractéristique de ces robots-là était surtout l'aide à la marche, le support à la marche. De là où on voyait avec l'équipe de Christelle un avantage significatif, pas seulement pour briser l'isolement des patients, donc on ne parle pas seulement d'un outil qui nous permet de communiquer avec la famille, de les divertir, mais surtout de mettre l'accent sur une capacité physique, donc aider la mobilité des patients. Encore une fois, l'analyse en effet du contexte technologique ne nous a pas permis d'arriver au déploiement. Ici, on ajoute aussi une couche d'apprentissage ultérieure, c'est-à-dire la nécessité et l'importance de devoir surtout avoir en tête la réglementation canadienne dans toutes les certifications requises par Santé Canada, qui ont fait en sorte que notre partenaire n'était pas en mesure de respecter ces engagements-là. Et donc, aujourd'hui, nous en sommes à la phase 3. Encore une fois, Luca change de visage, change de forme. On a fait adopter, on a opté pour une troisième, et pas dernière, on espère, mais bref, un troisième essai. Et c'est là où l'équipe de Dominique rentre en jeu. Donc, aujourd'hui, Luca, il est visé parce qu'on ne l'a pas encore parmi nous, mais on croit bien au Père Noël, donc on l'attend sous peu. Dans le fond, l'approche est le suivant. Luca, il sera attitré à l'accueil des patients et des visiteurs, donc carrément à l'entrée du CHUM. Et l'équipe de Dominique, il vous en parlera bien évidemment dans les détails, travaille de manière très intense pour faire en sorte que Luca, comme nouveau collègue, puisse bien répondre aux exigences de nos patients et surtout de l'hôpital en général. Donc, avant de laisser les mots à Christelle et Dominique qui vont plus vous parler en détail de l'interaction avec proches aidants, patients partenaires, bénévoles, qui c'est bien évidemment le sujet de la journée, je tiens encore une fois à partager avec vous, ne serait-ce qu'à les synthétiser, les apprentissages qu'on fait à travers les projets d'innovation. Et encore une fois, j'ai le plaisir de me trouver dans cette zone que je mets, entre guillemets, d'inconfort, mais c'est un bel inconfort. Donc, on ne sait pas, quand on ouvre la boîte de Pandora, à quoi on fait face. Ce n'est pas parce que, vous voyez, le projet est déjà sa troisième étape. Ce n'est pas parce qu'on a passé 3 qu'on peut dire qu'on a tout vu, on a tout connu, au contraire. L'importance des ressources, je cache le mot ressources, c'est bien mieux de voir ressources plutôt que mon visage, mais bref, ressources économiques, bien évidemment, l'importance de la fondation et du donateur, on sera toujours redevable à sa générosité. L'importance d'avoir une équipe pluridisciplinaire. Et ici, je vais porter le chapeau, en effet, de gestionnaire de projet, entre guillemets, et partager avec vous l'importance d'avoir des collègues autant savants à l'interne de CHUM pour comprendre un peu comment la technologie va pouvoir vivre, quel aspect on va devoir tenir en compte, autant du point de vue strictement technologique, d'un point de vue du processus, du point de vue aussi de gestion du changement. Parce que oui, Luca est un nouveau collègue, il y aura, on espère, plusieurs, mais on n'est pas nécessairement habitué à travailler avec un robot. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans la gestion du quotidien? Qu'est-ce que ça veut dire dans la gestion des ressources humaines carrément? Par la suite, la gestion des risques, on est quand même une institution montréalaise et je veux dire québécoise et canadienne pour avoir un certain orgueil de travailler pour le CHUM. Donc, on se doit aussi de protéger notre image, d'avoir une posture rigoureuse et oui, faire face à nos essais, mais aussi être en mesure de le justifier sur la place médiatique. Dernier et pas les moindres, l'implication de plusieurs talents, l'implication et la disponibilité de nos patients et surtout de nos cliniciens. Et alors, sans plus tarder, je laisse le mot à Christelle. Merci à tous. Alors, bonjour. Donc, dès que nous avons été approchés, ma co-gestionnaire médicale, Dr Gaba et moi-même, nous avons agréablement été surprises et emballées par le potentiel que nous offrait ce projet.
Cependant, il nous apparaissait clairement que le choix d'introduire une telle technologie auprès de nos patients devait faire consensus au sein de l'équipe interdisciplinaire gravitant autour de la clientèle gériatrique. Nous avons alors mis sur pied une équipe clinique dédiée au projet et se composant d'une physiothérapeute, d'une ergothérapeute, de 2 infirmières cliniciennes, d'une gériatre et enfin d'un conseiller spécialisé en gériatrie. Et ce, afin d'identifier les avantages et les enjeux d'avoir un robot compagnon au sein de l'unité. Chacun, en fonction de son expertise, a pu identifier plusieurs avantages et enjeux. Sur cette présente diapositive, on vous en a cité juste quelques-unes. Au niveau des avantages, on a la communication, donc l'emploi d'applications pour des appels visio, permettant ainsi aux patients de maintenir un lien avec leur famille et ou leurs proches. Aide à la marche, le robot capable de s'adapter à la vitesse du patient. Au niveau de la stimulation cognitive, possibilité de mettre ou de développer des applications à l'aide de l'ergothérapeute afin de préserver, maintenir les capacités cognitives et non des moindres, la traduction. Nous avons une clientèle provenant de différents horizons et dont la langue première n'est ni l'anglais ni le français. Donc, avoir une telle application favoriserait un meilleur lien soignant-soigné et par conséquent, une meilleure évaluation et prise en charge. Nous avons également identifié des risques. Donc, on retrouve le risque de chute, la crainte que le robot devienne un obstacle pour les autres patients circulant sur l'unité, le risque d'infection dans un contexte de pandémie. Nous ne souhaitions pas que le robot soit un agent de diffusion de bactéries et une source d'éclosion. Une fois que l'équipe clinique eut validé la pertinence d'introduire dans notre milieu le robot compagnon, avec Madame Didia Shinto, nous nous sommes entendus sur le fait que nous étions à l'étape de faire appel à un patient partenaire afin qu'il puisse nous soutenir dans l'identification d'autres enjeux, mais également connaître leurs attentes. L'échange que nous avons eu fut très riche, car notre patient partenaire a mis en lumière une réalité qui parfois nous échappe, tellement nous sommes continuellement immergés dans les nouvelles technologies, la peur, notamment la peur face à un robot d'une certaine envergure, la peur de voir des soins être déshumanisés, la peur que le matériel ne soit pas adapté aux limitations physiques et ou cognitives du patient, etc. Il est facile d'oublier des éléments essentiels que nous prenons pour acquis et qui deviennent un enjeu, une source de stress pour le patient et ses proches. Ce partage, cet échange, nous a permis d'adapter notre réflexion à la réalité vécue par les patients et leurs proches. Mais également, il nous a permis de raffiner et de cibler les attentes primordiales faisant consensus pour tous, et ce, dans le but d'avoir une vision commune de comment le robot compagnon pourrait aider le patient et soutenir les équipes. En conclusion, pour toute innovation, l'implication du patient partenaire est primordiale, car sa vision nous permet, en tant que professionnels, de nous assurer que la technologie proposée réponde bien à un besoin, mais surtout qu'il est et qu'il reste adéquat. Voilà. Alors, maintenant, passons à la troisième partie de cette présentation au niveau du service de bénévolat animation loisirs pour la suite, bien sûr, de Lucas. Alors, comme l'avait bien identifié Irma quand j'ai été intégrée un petit peu dans la démarche il y a quelques mois déjà, alors un patient bien accueilli est à moitié guéri. Alors, l'équipe du service de bénévolat animation loisirs est présente ici au CHUM
pour améliorer surtout et maintenir une certaine qualité au niveau de la vie du patient, mais surtout, mais également de celle de leurs proches durant leur passage ici au CHUM, pendant leur séjour. Parfois, ça peut être aussi tout simplement lors d'un rendez-vous, mais aussi pour les accompagner aussi. Et on offre diverses offres d'activités, de loisirs, mais bien entendu aussi une panoplie de bénévoles, si on ne peut pas dire environ 1000 qui passent par année dans notre service pour justement faire l'accueil de nos patients et de leurs proches lors de leur rendez-vous. Alors, qui est Lucas? Alors, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais c'est un robot qui est quand même conçu pour interagir avec les humains. Il y a un écran tactile, je ne sais pas si tu avais bien vu tout à l'heure, mais il y a un écran tactile qui va pouvoir renforcer les communications et également seconder la parole. C'est un design aussi qui est tout en rondeur, qui assure une certaine utilisation sans danger. Puis souvent, on parle d'une très bonne acceptation aussi des utilisateurs de par sa morphologie. Et aussi, c'est un premier robot humanoïde dans le monde, aussi capable d'identifier les visages et les principales fonctions, les principales émotions des personnes. Alors, ça, c'était quand même assez important dans le contexte où nous allons avoir une certaine prise en charge de Lucas avec nous. Et puis, de cette façon-là, ça nous permettait, de la façon dont il est constitué, de pouvoir maintenir un certain accueil, un support, on va dire aussi à nos bénévoles qui le font déjà très bien, mais voyons-le comme un apport, comme un support, comme une valeur ajoutée aussi au travail au quotidien de ceux-ci. Oups, je vais juste aller partant comme ça. Et comment, justement, Lucas interagit-il avec les gens? C'est pas compliqué, c'est en se connectant à eux. Donc, en communiquant par les mots, les yeux, le langage corporel, Lucas va pouvoir capter tout ça. En rendant chaque interaction amusante, mémorable et informative, en partageant aussi des connaissances de manière simple et amicale, donc en dirigeant aussi, bien sûr, les patients et les visiteurs et en identifiant un contenu intuitif qui permettra d'adapter facilement la conversation et les interactions. C'est sûr que tout ça est bien beau. On va se le dire aussi, c'est sur papier pour le moment. On a bien hâte de pouvoir explorer le tout. On souhaite vraiment un beau cadeau de Noël très, très bientôt. On l'attend, en fait, très prochainement. Et puis, si après vérification et tout ça, si tout va bien, bien, nous pourrons quand même commencer la phase exploratoire pour les prochaines semaines. On aura quand même la chance, si tout va bien, de pouvoir explorer plusieurs options qui pourra nous permettre d'évaluer ce qui semble le plus pertinent pour nous par la suite. Et bien sûr que ce ne sera pas que nous au service bénévolat, mes collègues, on va dire techniciens en loisirs qui vont prendre certaines décisions, mais ça sera aussi un groupe de bénévoles et de patients aussi partenaires qui seront inclus pour pouvoir nous permettre de faire les meilleurs choix pour qu'on puisse avoir une utilisation au maximum. Son occupation, ce qu'on prévoit, ce qu'on souhaite pouvoir faire avec Lucas, et toujours en mode exploratoire, en tout cas actuellement ou prochainement. Donc, c'est sûr que nous, on souhaite beaucoup l'utiliser au niveau du volet plus accueil. Donc, la présence à l'entrée principale, présence aux différents postes d'accueil dans les cliniques aussi, et d'accueillir, de diriger, de répondre à la clientèle. Et à travers tout ça, il faut le voir un peu de façon quand même légère. Donc, il faut assurer un certain plaisir de travailler avec Lucas, mais il faut le voir aussi de façon très étant un apport un peu, mais il ne faut pas le prendre, faut le prendre, je pense, de bon œil. Il faut le prendre d'un côté très, très positif. Et au niveau du volet plus animation, mais ça, on a hâte, on voit que des possibilités très intéressantes. C'est ce qu'on a vraiment hâte d'ailleurs d'explorer. Donc, on parlait tout à l'heure de la gériatrie, mais ça peut être intéressant. Lucas a possiblement de belles approches à avoir avec cette clientèle-là et d'autres également. Lucas, là, je vous dis ça comme ça, mais peut même danser, chanter. Alors, tu sais, ça va aller assez loin là, dans ses interactions, si on le souhaite. C'est sûr qu'il va y avoir des expériences, là, comme je l'ai dit, un petit peu plus pratiques, ludiques, et aussi pour offrir de la compagnie. Donc, c'est quelque chose qu'on va pouvoir avoir la chance de programmer aussi à notre façon et selon ce qu'on décidera, bien sûr, en équipe de ce qu'on souhaite aussi donner vie à Lucas.
Et moi aussi, là, en terminant, bien, c'est sûr que vous allez voir qu'on a quand même encore des belles étapes à suivre, là, que ce soit juste de tout simplement commencer par l'accueillir, ce Lucas, et ensuite de suivre les formations qui sont requises pour qu'on puisse pouvoir l'utiliser de la meilleure façon. Je parle au niveau peut-être de la programmation surtout, mais on veut explorer aussi toutes les différentes compétences. Il y a beaucoup d'options, la programmation, ensuite l'adaptation, mais on veut faire le test aussi avec des publics cibles. On veut faire des choix aussi de ses compétences à l'UQAP, puis ensuite, bien, on va planifier une certaine horaire, une intégration dans certains milieux pour ensuite bien, réévaluer ce qu'on a déjà fait, faire des suivis, adapter nos façons qu'on avait pensé faire pour ensuite bien, continuer un peu la boucle de l'utilisation de l'UQAP parmi nous au CHUM.